Eh bien, nous sommes au Salon Anticolonial à la Bellevilloise pour la 9e année. Et c'est un événement festif, militant, culturel, tout ça, avec des stands de la solidarité internationale, des conférences, des débats, à qui mieux mieux. Et ce qu'on essaie d'articuler dans la semaine anticoloniale, parce qu'on est anticolonial et antiraciste, c'est essayer d'expliquer que sans colonialisme, pas de racisme, puisque le racisme, c'est la théorie qui a été mise en place pour légitimer la conquête coloniale. Et on trouve, voilà, si on est un petit peu attentif, qu'il y a un air du temps en pleine résurgence coloniale, parce que parler de traiter Taubira, bon après Taubira, voilà, c'est pas forcément ma copine, mais traiter Taubira de singe et lui envoyer des bananes, tout ça, c'est juste indigne. Les footballeurs noirs qui rentrent sur les terrains se font aussi huer avec les mêmes stéréotypes qu'au 19e siècle. Donc et cette semaine anticoloniale, et antiraciste, est de plus que jamais importante. On va dans deux pôles qui sont en train de s'affronter de plus en plus. L'extrême droite avec toutes ses variantes, par exemple celle de Dieudonné et tout ça, et puis celle du libéralisme sous toutes ses formes qui va en gros, de Copé qui raconte souvent d'ailleurs les mêmes salades que Le Pen et ça, et Valls qui fait la chasse aux Roms et tout ça. C'est que la question des pauvres est au centre de la question raciale. Aujourd'hui, les gens ne considèrent pas qu'un émir qatari est un arabe. Ils le considèrent d'abord comme un riche. Et par contre, effectivement, le Rome qui dort dans un bidonville, qui évidemment va voler par définition, etc., mais qui est d'abord un pauvre, lui, il faut le chasser. Bien sûr, le racisme, ça fait partie du colonialisme. Je veux dire, il faut d'abord abaisser les gens pour après les assommer, quoi. Le racisme et le colonialisme ont toujours été intimement imbriqués l'un dans l'autre. Que le racisme se développe avec toute une forme de discrimination avec différentes formes, oui, évidemment. Que l'extrême droite reprenne cette idée de discrimination et de trouver un bouc émissaire, c'est dans une logique identique. Pourquoi je suis venue? Parce que je suis curieuse, parce que je pense que c'est un thème super intéressant, mais qui n'est pas abordé dans les grandes télés. Hein. Il n'y a qu'un petit truc comme le vôtre pour... Évidemment, chaque fois qu'il y a du chômage, qu'il y a tout ça, on a besoin de boucs émissaires, et on prend les Roms, on prend les immigrés africains, parce qu'on leur fait croire qu'on leur pique le boulot, alors qu'ils nous piquent le boulot, ce qui n'est pas vrai. Ça peut aussi être, par exemple, des jeunes d'aujourd'hui qui sont tout à fait ignorants de ce qui se passe actuellement, et qu'il faut forcément avoir des groupes comme ça, anticolonialistes, qui luttent d'une certaine manière contre le racisme ordinaire. L'extrême droite a eu des heures de gloire, entre guillemets, en 1934 et dans cette période-là. Après, elle a un peu décliné, et elle a repris du poil de la bête après les guerres d'indépendance, après la guerre d'Algérie en particulier, avec la mouvance issue de l'OAS et de tout ce mouvement revendiquant le maintien de la colonisation. Le Pen, etc., Tixier-Vignancourt, ce sont des personnages qui viennent de cette culture coloniale fondée sur le racisme. Je prends un exemple très concret. Avant 2002, il n'y avait qu'une quinzaine de stèles en France qui honoraient l'Algérie française de l'OAS. Aujourd'hui, il y en a plus de 70. Puis en ce moment, l'extrême droite, ils se sentent pousser des ailes. Enfin, quand on pense qu'il y a 2 jeunes qui se sont fait attaquer au couteau à Lyon, entre autres. Mais tout ça, c'est des autorisations qu'on a données aussi. Hein. Allez-y, lâchez-vous. À partir de toutes ces lois racistes, parce qu'il y a eu un racisme d'État quand même qui a donné et qui a ouvert la porte à tout ça, qui a donné l'autorisation. Donc tous les combats que nous avons menés il y a 50 ans sont d'une actualité criante. Je trouve que cette période actuelle que nous vivons a quelque chose a des similitudes avec toutes les périodes de la guerre d'Algérie, et particulièrement
à partir des années 60. C'est l'histoire qui se poursuit d'un territoire à l'autre, mais c'est inscrit. Quand on voit par exemple les propos de Valls par rapport aux Roms, par rapport aux sans-papiers, etc., on a là une démarche cette démarche du bouc émissaire est continue. Je crois que les gens ne croient plus à la démocratie représentative et je crois que les gens ne croient plus justement au système des manifestations où on vous dit voilà, vous vous rebellez de telle heure à telle heure, d'un point A à un point B, vous ne sortez pas. Une espèce de rébellion voilà, orchestrée, on nous dit quand nous rebeller, où nous rebeller, quand déclamer notre mécontentement. Et oui, je pense que les gens ne sont plus dupes de la démocratie représentative et je pense que les gens sont avides de démocratie directe. En fait, j'ai l'impression que les groupes militants, il faut vraiment déjà partager leur opinion pour pouvoir faire partie de ces groupes-là. C'est peut-être aussi la population qui n'a pas senti la nécessité de prendre en main ces questions et de faire. Il y en a, mais c'est aussi de la faute de la presse qui vient se focaliser justement sur ces idées extrémistes de droite et qu'on n'en parle pas assez des autres alternatives qui existent à côté. Entre des idées qui devraient être défendues et ce que ressent la masse dans ce domaine, c'est pas toujours évident. En fait, le politicien qui est au gouvernement laisse toute la place à l'extrême droite. Et justement, on voit qu'aujourd'hui, dans l'extrême droite, il y a beaucoup de maghrébins, il y a beaucoup d'homosexuels. Et l'extrême droite a réussi le pari insensé de réunir sous son drapeau des jeunes nationalistes, des jeunes maghrébins qui sont protectionnistes, qui sont eurosceptiques, et des jeunes précaires issus des banlieues. Il y a beaucoup de gens anti-système, en fait. Hollande avait signé une pétition quand il était candidat aux primaires socialistes en disant qu'il fallait reconnaître comme crime d'État le 17 octobre et ce massacre à Paris. Quand il a été président, il a oublié qu'il l'avait signé. Mais c'est justement ça qui me blesse aujourd'hui. C'est de voir que celle qui se fait entendre et celle vers qui on tend l'oreille, ça doit être Marine Le Pen, c'est affreux. Entre Le Pen qui a été tortionnaire et parti cassé du bougnoul en Algérie dans les années 55-56 et sa fille aujourd'hui, il n'y a pas la même démarche violente de colonialisme, de racisme sur ces questions. Pour moi, c'est une question de vocabulaire. Si vous voulez, Marine Le Pen, contrairement à son père, elle a réussi ce qu'on appelle la dédiabolisation du FN, etc. Et la reprise en main de l'UMP sur des positions de l'extrême droite, le ministère de l'identité nationale, le débat sur l'identité nationale qui a eu lieu après, ça a tellement permis de libérer la parole raciste qu'on en arrive aujourd'hui où ça devient presque naturel pour un certain nombre. Il est vrai que l'un des enjeux, c'est de savoir si, oui ou non, il faut se soumettre aux exigences d'un vote communautaire. Et la grande difficulté est celle-là. Plus il y aura de musulmans en France, plus les partis politiques seront amenés à raisonner en termes de vote communautaire. Rappelez-vous, pour notre cher ami Finkielkraut, du bruit. Pour remettre en main propre un casque anticolonial de toute beauté sera donc cette année Alain Finkielkraut. Il y a heureusement des moments, des lieux de résistance comme ce salon. J'ai bien connu Jean Rostand, Théodore Monod, René Dumont. Je garde un peu d'espoir parce que je vois plein de jeunes qui font quelque chose. Des indignés. On sent que tout n'est pas foutu. Il y a quand même de l'espoir un petit peu partout.